après plus de 100 workflows d'automatisation réalisés sur N8N, que ce soit pour moi ou pour mes clients, je vais te montrer aujourd'hui les 8 tips que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé à automatiser sur N8N, pour passer d'un simple débutant à avancer sur la plateforme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Wissam et puis ici je te parle d'automatisation et d'IA. Je te montre comment tu peux automatiser tes processus avec Make et N8N et même comment tu peux toi aussi vendre ces services à d'autres entreprises. Donc on passe directement sur le premier type et ça se passe sur les nodes d'HTTP request et en général tu en as au moins un par workflow parce que c'est ce qui est derrière n'importe quelle automatisation, c'est le protocole qu'on utilise dans notre cas. Et c'est en fait cette petite fonction qui est juste ici, qui s'appelle import curl. Donc là, tu vois, je viens de créer ce node-là, donc il est vide. Et imaginons que j'ai besoin d'utiliser une API quelconque. Donc là, on va prendre un exemple sur la plateforme d'OpenAI et on va prendre cette requête en particulier. Ça marche avec n'importe quelle requête, il te faut juste que dans l'API que tu utilises, dans la documentation, que tu trouves en fait la ligne de commande. En fait, curl, c'est une ligne de commande qui te permet justement d'importer cette requête. Donc tout ce que tu fais, c'est copier et tu vas revenir directement sur le workflow. Et en fait, si tu cliques sur import curl et que tu colles la commande que tu viens de copier et que tu cliques sur importer, et ben en fait, ça va le faire automatiquement. Et ça, c'est super pour plusieurs raisons. Déjà, tu perds moins de temps à venir setup chaque API dont tu vas avoir besoin. En plus de ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas d'erreur dans la façon dont tu l'as fait. Bon, en général, de toute façon, au fil du temps, tu comprends, tu sais lire une API et c'est très rapide. Mais ça te fait gagner un temps fou et en plus, en général, du coup, là, tu n'as plus rien à mettre. Bien sûr, il y aura toujours, par exemple, ta clé API ou d'autres valeurs qui sont propres à toi, mais déjà là, tu gagnes un temps fou juste avec leur petite fonction. Deuxième tips, et là, c'est super important, surtout que tu as un partenaire avec toi, ou même en fait, quand tu commences à avoir beaucoup d'automatisation pour tes clients ou même pour toi, c'est que quand tu reviens sur une auto pour quelconque raison, tu vas pas forcément te souvenir exactement comment ça fonctionnait. Et donc, ce qui est très important de faire, c'est renommer chacun de tes nodes. Donc là, tu vois, je te montre un mauvais exemple, entre guillemets, en fait, où tu vois que là, les nodes sont pas du tout renommés. Donc, imaginons que là, je reviens un mois après avoir fait cette auto. Il faut que je vienne cliquer là, que je vois, OK, donc là, d'accord, ça fait ça. Celui-ci, il fait quoi? Ça, OK, Google Sheet, mais qu'est-ce qu'il fait? On a bien sûr des petites infos, donc là, on sait que ça vient lire un sheet, mais pas plus que ça. Donc là, en fait, juste en dessous, j'ai recopié le même workflow, mais j'ai juste tout renommé pour que justement tu puisses comprendre directement quand tu ouvres ce workflow, qu'est-ce qu'il fait et quelle node fait exactement. Donc là, tu vois ici, on voit que c'est une veille qui se passe tous les jours à 8 heures, que là, on va prendre un lien de ce Google Sheet, que ce filtre-là, il sert à checker si ce lien, du coup, j'imagine, est déjà fait. Celui-ci, on n'a pas vraiment besoin de le renommer parce que loop over item, c'est explicite déjà de lui-même. On sait qu'en fait, on va juste recommencer cette loop tant qu'il y a de la donnée en entrée. Et donc là, je vois que cette requête HTTP, elle vient récupérer le fichier audio, OK. Et celui-ci, il télécharge le fichier audio. Et là, on vient transcrire. Et à la fin, on vient mettre à jour la ligne sur Google Sheet. Et donc là, en fait, ça te permet beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement de comprendre ce que ton workflow il fait. Et en plus de ça, c'est que quand tu vas, par exemple, en fait, ici, et que tu cherches à mapper une certaine variable, tu vois, et bien vu que j'ai renommé, je sais directement, ou en tout cas plus facilement, je sais où je dois aller chercher. Tu vois, par exemple, si là, dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est le node juste avant, mais ça devient compliqué quand tu dois aller prendre, par exemple, OK, Google Sheet, c'est lequel? Est-ce que c'est mise à jour? Est-ce que c'est Gatlink? Moi, j'imagine que c'est un lien, par exemple. Mais en tout cas, tu gagnes aussi en efficacité en faisant ce travail-là de renommer chacun de tes nodes. OK, troisième tips, celui-ci, je pense, c'est mon préféré, c'est le fait de pouvoir pin ta data. Et c'est en fait, tu le vois avec, quand un node est un peu surligné en violet comme ça, avec un petit logo d'une punaise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu lances ce workflow et que tu cliques ici, donc tu sais quoi, on va le faire ensemble. Donc si je lance celui-ci, déjà on voit que ça a lancé juste les nodes qui n'étaient pas mis en violet. C'est justement, c'est tout le principe de pin une donnée. Bon, il y a eu un problème dans la ligne, c'est pas très grave. Je pense savoir pourquoi. C'est parce que j'ai pin la data ici. Donc, c'était venu prendre cette donnée. Vu qu'on veut mettre à jour une ligne, bah, ça, c'est pas la même, mais c'est pas le débat. C'est que, en fait, donc quand tu lances un node, tu peux venir ici et cliquer sur pin la data. Et tu n'auras plus besoin de relancer ce node quand tu fais tes tests, quand tu crées ton workflow. La data restera pin tant que tu l'as pas unpin, justement. Et si je sauvegarde et je rafraîchis la page, et ben en fait, on voit que du coup, la donnée, elle va rester là. Et c'est ça qui est super bien, surtout quand tu as des requêtes HTTP, quand tu vois, tu as une API qui est limitée par un nombre de tokens, ou même quand tu utilises l'IA, et du coup, forcément, tu payes à chaque fois que tu utilises, par exemple, là, le fait de transcrire un audio. Et ben,
empinant la data, ça te permet d'avoir une donnée qui reste là, qui est figée, et du coup, tu n'as plus besoin en fait de relancer à chaque fois. Il y a une autre chose super bien, c'est que si tu appuies sur celui-ci, tu vas pouvoir venir éditer. Donc non seulement tu vas pouvoir venir éditer, mais là, attends, je vais copier, mais aussi tu peux toi-même définir l'output. Donc par exemple, si tu voulais le refaire, tu peux toi-même écrire ce que tu veux écrire. Quatrième point, et celui-ci en fait tu le vois depuis le début, c'est ces petites choses-là, ce qu'on appelle les sticky notes. Si je fais clic droit sur le Canva, tu vois, j'ai ici Add Sticky Note. Ça te permet juste d'ajouter une note que tu peux bien sûr modifier, écrire ce que tu veux. En plus, c'est en Markdown, donc en fait, tu peux même styliser entre guillemets ta note. Tu peux changer la couleur, bon, c'est très bien, mais pourquoi on l'utilise? En fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà là, tu vois, j'ai pu faire quelque chose d'un peu plus visuel en utilisant cette sticky note pour englober l'automatisation. Mais en général, en tout cas moi, comment je l'utilise, c'est pour justement expliquer des blocs de node. Donc ici, ça ferait pas de sens parce que l'automatisation est très simple. Mais ici, là, je te fais un autre exemple où en fait, justement, j'utilisais Sticky Note pour en fait encore plus expliquer de manière plus macro ce que l'automatisation a fait. Donc là, par exemple, quand tu arrives sur ça, en fait, tu comprends directement que, ok, donc là, on reçoit un email, on va nettoyer la structure, ok, on check, etc., etc. Et donc, visuellement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus explicite, beaucoup plus professionnel, même quand tu remets une automatisation à ton client. Et même si par exemple tu as un partenaire avec toi, lui aussi quand il va venir sur l'auto, il va comprendre directement ce qui a déjà été fait en tout cas. En plus, quand par exemple tu veux présenter des autos dans un portfolio par exemple, le montrer de cette manière-là, c'est beaucoup mieux pour l'œil déjà visuellement et en plus, encore une fois, c'est plus professionnel. Cinquième point, et ça, tu l'utiliseras plus quand tu commenceras à avoir des automatisations un peu plus complexes. C'est entre guillemets un pense-bête où je vais recenser toutes les variables que j'utilise beaucoup dans un workflow qui devient un peu complexe et la description. Ça me permet en fait de toujours utiliser la même variable. Ça me permet de, si jamais je me rappelle plus d'une certaine variable que j'ai utilisée ou que je retourne sur mon workflow et que je vois par exemple subject, que je vérifie que c'est bien le sujet de la conversation par exemple. Sixième point, et c'est toujours dans la lignée de quand tu commences à avoir des workflows complexes, c'est cette sticky note-là que j'appelle depreciated, en gros déprécié. C'est tous les notes que j'ai pu utiliser quand je crée l'automatisation, qui au final j'ai plus besoin, mais que potentiellement je pourrais utiliser à l'avenir. Et donc j'aime bien les mettre à un endroit accessible et du coup ils sont déjà faits parce que tu vois, si je vais là, si je les ai juste en fait débranchés de l'automatisation, mais si je le rebranche au même endroit, ça fonctionnera encore. Et donc, ça me permet juste de m'assurer. C'est un peu comme, tu vois, ta V1, ta V2, ton automatisation V1, ton automatisation V2. C'est un peu dans ce principe-là. C'est d'avoir un peu un historique de ce que tu as fait et donc réutiliser des choses que tu avais déjà setup. Par exemple, là, tu vois, il y avait du code, donc c'est intéressant de garder ce bloc de code, par exemple. Ok, septième point. Et là, on commence vraiment à arriver dans des types qui vont vraiment être utiles quand tu vas commencer à faire des gros workflows, des grosses automatisations. C'est factoriser les automatisations. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que souvent, quand tu as des automatisations qui deviennent complexes et qui font beaucoup de choses, c'est que tu vas te retrouver avec des blocs d'automatisation. Donc, par exemple, ce bloc-là, qui va être réutilisé plusieurs fois dans certaines parties du workflow. Et donc, il faut que tu arrives à les identifier et à venir les factoriser pour que non seulement tu réduises la complexité du workflow, mais en plus que tu sois plus efficace au moment où tu vas devoir venir débugger, par exemple, ce bloc en particulier. Au lieu de le faire, je sais pas, 3 fois dans le workflow, tu le feras qu'une seule fois parce que tu l'as factorisé. Alors maintenant, je vais te montrer à quoi ça ressemblerait. En fait, ce node-là et celui-ci, c'est des nodes qui te permettent d'appeler d'autres workflows et d'envoyer la donnée que tu veux. Par exemple, si je clique ici, tu vois, il y a une certaine donnée que j'envoie à l'autre workflow dont j'ai besoin et qui sera la même en fait juste ici. Et donc, avec ça, en fait, ça te permet, le fait de faire ça, ça va non seulement épurer ton workflow, mais être beaucoup plus simple le jour où tu auras un bug ou une erreur qui arrive. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, si on ouvre le workflow en question, donc tu vois que ça va appeler le workflow et ça va le finir ici. Par exemple, là, tu vois, c'est un workflow qui va venir catégoriser un email. Mais globalement, tu vois que déjà, il y a beaucoup d'IA. Donc là, on va avoir de l'IA ici, on va en avoir ici aussi. Donc, qui dit IA dit prompt, qui dit prompt dit beaucoup de tests, qui dit beaucoup de tests dit beaucoup de changements. Donc, imagine que si moi j'avais ça, mais ici, c'est très vite une galère. Quand je veux changer un prompt, j'aurais dû du coup le changer une fois ici, une fois là. Et tu vois qu'en fait là, ça me ferait ajouter beaucoup de complexité pour pas grand chose. Et donc c'est pour ça que factoriser tes workflows, il n'y a pas mieux. Huitième et dernier type, c'est les erreurs triggers. En fait, c'est quoi? C'est un workflow qui est connecté à ton automatisation principale.
et qui va en fait t'envoyer une notification quand tu as une erreur sur ton automatisation. Et ce qui est bien, c'est que ce trigger-là, il envoie un message d'erreur quand l'erreur se passe et que tu peux l'envoyer où tu veux. Pour moi, par exemple, c'est Discord, c'est ce que je préfère, mais tu pourrais te l'envoyer par mail, sur Slack, sur n'importe quel système de messagerie, ça fonctionnerait. Et comme ça, en fait, ça te permet de recenser tes erreurs et du coup de débugger rapidement et efficacement. Par exemple, ici, tu as un exemple de message d'erreur que je reçois sur ce Discord en particulier. Et tu peux voir que c'est super bien fait. J'ai le titre de l'automatisation en question, l'ID de l'exécution, et j'ai même le lien direct vers cette exécution. Donc si je clique dessus, je vais arriver directement sur l'exécution et je vais pouvoir du coup débugger très rapidement. Et en plus, j'ai aussi le message d'erreur pour déjà savoir à peu près ce qui s'est passé. Pour moi, le plus important, c'est vraiment l'erreur trigger quand tu mets en production une automatisation. Si t'as pas ça, c'est une grave erreur et c'est une source de gros problèmes ensuite parce que en fait, si tu retournes pas sur ton automatisation et que tu retournes pas voir les exécutions, bah tu sauras pas que tu as une erreur. Et ça, c'est dramatique, surtout au vu de tes clients. Si jamais ils commencent à avoir des erreurs et ils comprennent pas et que toi non plus tu comprends pas, et surtout que t'es pas rapide dans le fait de débugger quelque chose, c'est une très grosse erreur qui peut te coûter très cher. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo plus détaillée sur comment justement setup un workflow d'erreur et comment moi je crée justement ce style de ticket que je reçois sur Discord. Si tu as d'autres types que j'ai pas mentionnés dans cette vidéo, bah dis-les en commentaire parce que je connais pas forcément tous les types encore. Mais en tout cas, pour moi, c'était les 8 principaux. N'hésite pas à rejoindre mon Discord aussi. On est déjà plus de 500 et on répond à toutes les questions sur l'automatisation, sur l'IA, que ce soit sur n8n ou make.com. Et puis je te dis à la prochaine.